Mahalo te maluli et bienvenue à Wallis et Futuna où nous sommes venus porter un regard sur ces îles du Pacifique. Pour ce faire, nous nous sommes associés à la station de RFO Wallis et Futuna en la personne de son rédacteur en chef que je souhaite vous présenter tout de suite, Patrick Durand-Gaillard, que vous connaissez bien sûr à Tahiti. Patrick, bonjour. Bonjour Roby. 3 sujets ont été traités par la rédaction de Wallis et Futuna, notamment un rite coutumier. Alors le rite coutumier, c'est le kava. Le kava, c'est la boisson traditionnelle de la coutume. Apitone, Mouniki Afata et Eric Wendt sont partis à Futuna, berceau du kava dans l'archipel. C'est véritablement l'instrument de la coutume. Ils nous en ont raconté la fabrication et les légendes. Les Américains à Wallis. Les Américains à Wallis, c'est une page d'histoire de l'archipel. Après son ralliement à la France libre, les Américains ont décidé d'installer une base dans l'archipel. Et puis ce magnifique tableau qui sera dressé sur Futuna. Alors, c'est une carte postale de Futuna. Il fallait montrer Wallis, mais également sa petite sœur Futuna et éventuellement Alofi, les traditions, la population, le relief de l'île. Chose exceptionnelle, c'est que nous avons pu filmer lors de cette semaine l'intronisation du Premier ministre coutumier, un rite qui est très important puisque le deuxième dans le rang hiérarchique wallisien. Et ce Premier ministre nous a autorisé donc le tournage que nous vous proposons bien sûr dans ce tableau. Il y aura également une collaboration étroite avec la station de Wallis et Futuna sur des clips de chanteurs locaux. Je vous propose tout de suite de découvrir cette magnifique carte postale. À 2100 km au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, 3200 km de Papeete et 22 000 km de Paris, Wallis et Futuna se composent de 2 archipels. Wallis, de son vrai nom Uvea, île volcanique de 95 km², fut découverte par le capitaine anglais Samuel Wallis en 1767. L'île est dominée par le mont Loulou et ses 145 mètres au-dessus du niveau de la mer comporte également lacs et cratères dont le plus connu est le lac Lalo-Lalo et un superbe lagon bordé de 19 îlots coralliens non habités, l'un d'entre eux protégeant une très belle réserve d'oiseaux. L'histoire de Wallis au XIXe siècle est étroitement liée à l'évangélisation par les missionnaires français. Pierre Bataillon, un père mariste, y établit une mission en 1837 et en quelques années réussit à convertir la totalité de la population au catholicisme. C'est en 1842 que le roi Soane Patita Vaimua Lavelua envoya une missive à Louis-Philippe lui demandant un statut de protectorat pour son royaume. De ce fait, Wallis et Futuna restèrent protectorat français jusqu'en 1961, date à laquelle leur statut fut changé par un référendum voté 2 ans plus tôt en territoire d'outre-mer français. Si le territoire forme politiquement et administrativement une entité globale, l'organisation coutumière traditionnelle, qui est respectée par la République conformément au statut, distingue 3 royaumes, Uvea, Wallis, Sigave et Alo, à Futuna. La population globale se situe aux alentours de 13 000 habitants, 9 000 à Wallis, 4 000 à Futuna. Le climat est de type subéquatorial chaud et humide, avec des températures de 27 degrés en moyenne. La végétation est luxuriante grâce au sol de Wallis formé à partir de roches basaltiques riches en matière organique. Pour nous parler du peuplement et des flux migratoires dans le Pacifique, nous avons rencontré Daniel Frimigachi, directeur des recherches au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, rattaché au département des hommes et de la société. Il semblerait donc, d'après les derniers travaux qui ont été réalisés par la communauté scientifique dans le Pacifique, que le peuplement de l'Océanie, d'abord, s'est effectué depuis l'ouest vers l'est. C'est un point acquis maintenant. Ce qui veut dire, pour se repérer par rapport au pays? Eh bien, c'est-à-dire que ce sont des gens les gens qui peuplent le Pacifique sont de langue dite austronésienne. C'est une communauté linguistique qui s'étend depuis l'île de Pâques jusqu'en Indonésie et même jusqu'à Madagascar. C'est une immense communauté linguistique. Et bien évidemment, les gens qui sont à Madagascar n'ont rien à voir concrètement avec les gens du Pacifique. Ce qui est sûr, c'est que vers 6000 ans avant Jésus-Christ, à peu près, il y a des populations qui sont arrivées d'Asie du Sud-Est, peut-être même de Formose, et qui se sont installées d'une façon relativement permanente dans l'archipel des Bismarck.
et qui sont entrés en contact avec d'autres populations qui étaient là depuis 40 000 ans. Donc il y a eu un brassage de populations qui a dû durer peut-être quelque chose comme 1000 ans, et à partir de cette espèce de foyer ancestral a émergé une culture originale qui sera celle des cultures de l'Océanie. On peut penser que quelques pirogues seraient partis de ce foyer culturel ancestral, quelques pirogues seulement, ce n'est pas la peine de parler de grande armada, et seraient descendus vers l'est, donc l'archipel des Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Wallis, Futuna, et auraient formé une espèce de territoire culturel original qui est caractérisé par des vestiges très précis comme la poterie lapita, qui caractérise donc la présence de ces populations. Ça, c'est le premier peuplement. On peut dire presque que l'histoire d'Uvea est étroitement liée à celle de Tonga, puisque au tout premier temps du peuplement... Uvea, c'est bien sûr Wallis. Uvea, c'est Wallis. C'est l'ancien nom de Wallis jusqu'au jour où Wallis a découvert cette île. Voilà, c'est ça. Mais les gens d'Uvea s'appellent Uvea, et vous remarquerez donc l'île, la petite île qui se trouve à l'est de la Nouvelle-Calédonie, dans les loyautés, qui s'appelle Uvea-Lalo. C'est une île qui a été peuplée vers le 19e siècle par des gens de Wallis. Si vous voyez, ici, les Wallisiens s'appellent Uvea-Mamao, c'est-à-dire la Uvea lointaine, et Uvea-Lalo, c'est un épisode de l'histoire de ces populations qui n'ont cessé d'être en relation les unes avec les autres. C'est une fausse vue de croire que ces îles étaient isolées. Elles étaient en étroit contact les unes avec les autres. Une autre période importante de l'histoire de Wallis et Futuna, l'arrivée au début des années 40 des militaires américains. Le 28 mai 1942, le premier contingent de soldats américains engagés dans la bataille du Pacifique débarque à Wallis. 6000 hommes arrivent par vagues successives jusqu'au 3 juin de la même année. Prévenir tout risque d'invasion nippone, telle est leur mission. Le bunker de Toufoua témoigne aujourd'hui de ce séjour des soldats de l'oncle Sam. Tout comme ces vestiges de métal rouillé, traces encore visibles de l'implantation d'une base navale à Naï, dans le sud de l'île. Étrange époque au sujet de laquelle les anciens sont peu bavards. Et pourtant, 3 années durant, les Wallisiens vivront aux côtés de visiteurs qui n'avaient pas pris soin de s'annoncer. Nous ne savions pas à qui nous avions affaire, nous ne savions pas qu'ils étaient américains. Encore une difficulté, nous vivions dans l'appréhension et la peur, surtout à la vue de l'armement, et nous nous attendions d'un moment à l'autre à une guerre. Une fois installés, les soldats américains ont entrepris des grands travaux, comme les routes ou le terrain d'aviation. Je parlais anglais
et je suis devenu interprète auprès du chef de ces grands travaux. Soane Malivao est l'un de ceux qui acceptent aujourd'hui d'évoquer cette période. En 1942, il avait à peine plus de 20 ans. En redécouvrant, 51 ans après, un abri fortifié, ses souvenirs refont surface. Ce bunker a été creusé par la population locale. Moi-même, j'y étais et je m'occupais de l'entretien et de la propreté des lieux. Les principaux travaux d'édification des murs et de renforcement ont été faits par les Américains eux-mêmes. Les Américains vivaient à l'intérieur de ces maisons souterraines. En cas d'urgence, les autorités militaires se réunissaient ici avant que les ordres ne soient communiqués dans tous les points de Wallis. Surtout quand ça concerne l'imminence d'un raid japonais ou encore de l'approche d'un de ces navires, c'est ici que l'on prépare la riposte ou l'attaque. L'attaque, elle n'eut jamais lieu. Pourtant, dès août-septembre 42, tout est prêt. Pièces d'artillerie lourde, mitrailleuses prêtes au feu, véhicules de toutes sortes. Les hommes jouent à la guerre, les entraînements sont quotidiens, la population est autorisée à y assister, un peu comme au spectacle. Des manœuvres militaires, il n'y en avait tout le temps, et ça se passait strictement entre eux. Les tanks étaient partout et l'on entendait des tirs de mortier. Les points de débarquement possibles étaient les plus gardés. Difficiles les années américaines pour Wallis? Loin s'en faut. La cohabitation se passe bien. L'administration française et le roi Léoné Nuukiahamea, qui régnera jusqu'en 1947, réalisent bien vite l'enjeu d'une telle présence. La pénurie des premières années de guerre trouve son terme. Les dollars américains coulent à flot. Notre population gaspillait la nourriture. Il n'y avait pas de réfrigérateur, tous les restes étaient jetés aux cochons. Quant à l'utilisation de l'argent, ce n'était pas mieux. Les dollars servaient à la coutume. Un exemple, si un prétendant venait voir votre fille, il était habillé de pied en cap par des dollars. Pire encore, le billet vert servait à rouler les cigares. Je ne parle pas des avantages, mais de son utilisation irrationnelle par nos populations. Des biens matériels à bien d'autres, en passant par les vêtements et la nourriture, il n'y a eu que gaspillage. Soane Taouvale a 52 ans. Il est artisan maçon. Il est le fils de l'un de ces soldats américains dont les tout derniers quitteront Wallis en 1947. Son père, il ne l'a jamais connu. La présence américaine ici, je m'en réjouis, mais ma préférence, si vous voulez savoir, va à la France, car je suis français et nous vivons avec la France.
Si je pouvais connaître un jour mon père, et si c'était possible, j'en serais heureux. Mais ce n'est plus possible, c'est ainsi, et c'est comme ça. L'émotion, elle se transforme parfois en amertume. Filippo Cellini en a à revendre. À 49 ans, il revendique haut et fort son état d'enfant naturel. Les Américains, ils sont partis avant 1945. Mais moi, je suis né en 1944. Celui dont je dépends, il est parti, il ne m'a pas donné son nom. Mais moi, je suis resté. Donc, moi, je suis un enfant à Tangaroa. Il faut noter. Ils sont venus, ils sont repartis. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé quoi? Mais que dalle, ils sont repartis. Moi, personnellement, si jamais mon père il se pointe et me dit « Mon fils, tu es là », faut y amener. Malia Tavili fait un peu d'artisanat. Son père, ami du roi Léoné, est revenu plusieurs années après à Wallis. La rencontre se passe bien. Pour autant, Malia n'a rien voulu changer à sa vie. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener avec lui, qu'il ne voulait pas que je reste ici pour vivre sans confort. J'étais contente de la proposition qu'il m'a faite et je voulais vraiment partir avec mon père. Mais mon mari, en ce moment-là, ne voulait pas qu'on parte car il avait encore à s'occuper de ses parents. Beaucoup de soldats américains venus à Wallis prirent part par la suite à la bataille contre les Japonais dans le Pacifique. Quelques-uns y laissèrent la vie. Plus d'un demi-siècle après, à Wallis, leurs souvenirs demeurent dans tous les esprits.
Portupuanga apitone or kawa futuna nei neskava. Kaina novo futuna nei. Na yer kakayo futuna nei ilkele futuna. Kai fakalongo ki pulotu. Ko pulotu kon orte. À l'origine, il n'y avait pas de kava sur l'île de Futuna. Sina novo futuna nei. La légende nous raconte que l'île de Futuna dépendait de Pulotu. Pulotu est le royaume des ténèbres et des esprits. Les Futuniens honoraient 9 divinités, 2 majeures et 7 mineures, et toutes habitaient Pulotu. La chefferie consultait et recevait ses ordres de Pulotu. Fakavelikele, Mafuitefuru, étaient les 2 divinités majeures. Un jour, une des 7 divinités mineures, Fitu, vint sur terre pour y vivre au sein des Futuniens. Elle avait pour tout bagage du kava. Sitôt installée, elle planta les premiers pieds de kava à Kanisea, située sur la montagne de la 2e île de Futuna, appelée Alofi. Ce fut le coup d'envoi d'une longue tradition, celle du kava, qui tient une place importante dans la société futunienne. Tout en vivant à Futuna, Fitu, la divinité, continuait de cultiver à Pulotu son royaume d'origine. De nos jours encore, les hauteurs d'Alofi sont plantées de kava. Plutôt feuillu, le kava, Piper metisticum de son nom scientifique, appartient à la famille du poivrier et peut atteindre 2 mètres de hauteur. Comme le dit la légende, le kava pousse en abondance à Alofi.
De ses racines et rameaux sont extraits le breuvage aux vertus médicinales reconnues. Le kava est planté selon des méthodes ancestrales. La racine est obtenue par repiquage des boutures, un travail précis effectué à l'aide d'outils en bois, des gestes destinés à préserver la saveur du kava obtenu. Selon la légende, le kava a navigué entre Alofi et Futuna. Le kava devint ce qu'il sera pour toujours, un symbole. Deux cérémonies de kava prirent forme, le kava des chefs et le kava royal. À Futuna, 12 à 18 mois peuvent s'écouler entre le repiquage et la récolte du kava. Délai considérablement raccourci à Alofi, environ 6 à 8 mois, et cela en raison de la climatologie et de la nature des terres. Une fois repérées les racines à extraire, tâche confiée aux seuls initiés, l'arrachage s'effectue selon un rituel immuable. Le kava peut être consommé vert ou séché. La racine, une fois nettoyée, est coupée, puis écrasée à l'aide d'un pilon. Le kava des chefs a toujours existé. Le kava royal, par contre, viendra beaucoup plus tard avec l'intronisation du premier souverain de Futuna, qui s'appelait Fakavelikele.
Le mélange avec l'eau s'effectue dans un tanoa, sorte de récipient en bois de forme circulaire posé sur 4 pieds. Le kava est ensuite proposé à l'assemblée, servi dans une coupe de coco. Au centre de la vie sociale wallisienne et futunienne, le kava se prête parfaitement à la convivialité du Falefono, maison commune où se réunissent tous les soirs les habitants d'un même village. Son usage remonte à plusieurs siècles en arrière, bien avant l'arrivée des missionnaires catholiques en 1837. C'est par lui que l'on honorait les dieux. Aujourd'hui, il garde valeur de symbole pour la coutume et préside à l'investiture des rois et des chefs de village. Breuvage du palabre, c'est aussi par le kava que se gagne la bienveillance de la chefferie, appelée à rendre la justice coutumière. Certains lui doivent le pardon et parfois même la vie. Tous les chefs coutumiers de l'île se sont donné rendez-vous dans le Falefono du village de Likou, lieu où l'on se concerte avant de prendre quelque décision que ce soit. On y sert à cette occasion un kava d'accueil pour souhaiter la bienvenue à la chefferie, à l'administrateur de la République, mais également aux membres et amis de la famille du futur Kalae Kivalu, Premier ministre coutumier. À l'extérieur, les villageois se préparent à recevoir dignement le futur élu. Pour ce faire, ils ont pré-cuit les pouakas. Ces mêmes cochons sont garnis de feuilles de banane et de manguier, une recette appelée umu. Un deuxième kava va être servi avant l'intronisation, kava en l'honneur du futur chef du gouvernement coutumier. Celui-ci sera préparé dans le symbole local, le tanoa, sculpté en général dans le bois de tamanu ou de feta. Tauhi de mau kava. Pe hangaton wa kia ki taua pe te to kava. Tu ke mau pe fakalong mai. Fakalakaton. Vete. Le futur numéro 1 du gouvernement est présenté à la chefferie. Hui ke tonu mo. Ke tonu. Ke mawai pe malolo o mahe. Ko hona taki-taki. Ko hona whakamanu ia anga.
Le breuvage, mélange de racines de kava et d'eau, va être malaxé selon un rite ancestral et filtré à l'aide de faou, des herbes séchées, qui serviront également à emplir les bols des demi-noix de coco. L'honneur revient au Mahé, le maître de cérémonie, numéro 3 dans l'ordre coutumier, mais aujourd'hui, Ouvéa possède un premier ministre fraîchement élu et le Mahé cède son kava au Kalae Kivalu, suivi des ministres, des Faïkoulés, les chefs de district, et des autres chefs et de leurs invités. L'un des ministres du roi, vêtu pour la circonstance du kié, paréo-wallisien, et par-dessus du taovala, vient remercier les personnalités présentes à la cérémonie. L'organisation de la cérémonie revient aux femmes. Elles confectionnent les nattes, les colliers, ainsi que les sissis qu'elles offriront aux invités. Autre rite coutumier lors des grandes cérémonies, le haï, poudre de bois de santal que l'on pose sur la tête des hautes instances gouvernementales. Vient ensuite le découpage des puaka destinés aux invités. Les morceaux orneront les paniers tressés déjà garnis pour l'occasion de mets locaux et de plusieurs présents. Tous repartiront avec leurs victuailles et festoieront en famille en l'honneur du nouveau chef du gouvernement. Una pusia
Le patrimoine culturel wallisien offre une étonnante ressemblance avec les autres communautés du Pacifique Sud. La Maison de l'Artisanat vous invite à découvrir l'héritage des gestes vieux de milliers d'années. C'est à l'encre végétale que sont dessinés par les Fafinés, les tapas et autres fresques. On y trouve également des colliers de coquillages, des broderies et beaucoup d'autres articles, fruits de la tradition de ces îles du Pacifique, vous offrant la possibilité d'emporter un souvenir à la mémoire de la gentillesse de sa population. C'est au village de Falaleu que nous avons rencontré l'une des mémoires culturelles d'Uvea, le sculpteur Patita. Patita, mahalo sikataki. Je voudrais que tu nous expliques exactement ce que tu es en train de sculpter là. Je suis en train de tailler un tanoa. Le tanoa, c'est un peu le berceau de notre culture, de notre coutume. Parce que dans un tanoa, c'est un peu le drapeau, quoi, le drapeau de la coutume. Alors j'ai cru voir dans les différents rites que c'est dans le tanoa qu'on sert le kava. Oui, c'est justement parce que chez vous, un drapeau, ça sert à avoir l'honneur, c'est un peu le cœur de la patrie, quoi. Mais tandis que chez nous, un tanoa, c'est dans ce tanoa qui est fait le kava. Et un kava, pour nous, c'est exactement dans le même sens. C'est là où il y a ça réside toute notre culture et notre coutume. Dans quel genre de bois tu fais le on est en train de... Nous, c'est dans le Tamanou que les vieux ont sculpté des tanoas. Et nous sommes en train de continuer exactement ce qui a été fait par les vieux, quoi. Parce qu'on s'est aperçu que c'est un bois qui est très imperméable. Et c'est un bois aussi qui sent bon. Et aussi, c'est un bois qui ne se fend pas facilement. Est-ce que c'est valable pour toutes les sculptures, le même bois, ou est-ce que tu fais par exemple... Moi, personnellement, je ne travaille que sur ce bois-là. Toutes les sculptures que je sorte, je les fais à partir du tamanou. Mais peut-être les autres essences de bois peuvent être utilisées, mais par la suite, pour le moment, comme on a beaucoup de tamanou, pour le moment, on n'a pas... Enfin, moi-même, je n'ai pas voulu risquer de prendre d'autres bois que je ne connais pas encore les qualités. D'ailleurs, que les vieux n'ont pas, peut-être, s'ils n'ont pas utilisé ces bois-là, c'est parce que les qualités sont moins bonnes, quoi. Quand vous regardez mes sculptures, j'essaie de reproduire ce qui était beau dans le passé et retransmettre tel qu'il était tout ce qui a été comme sculpture dans la tradition. Et j'ai envie, justement, par ce fait même, d'essayer de faire revivre chez les jeunes l'amour, justement, du passé, et puis non pas y stationner, mais se servir de ce passé, justement, pour réfléchir et mieux essayer de, pour l'avenir, partir avec vraiment dignité, avec responsabilité d'homme. On peut vivre avec ce qu'on a localement. Ce n'est pas seulement avec l'argent qu'on peut devenir un homme, qu'on peut être digne d'être un homme. Non, ce n'est pas avec l'argent. C'est avec le travail. C'est avec justement le courage de faire quelque chose. Nous, on a tout ici pour être heureux à Wallis et Futuna. Et on fait tout justement pour être malheureux ici. On achète tout dans le commerce. Alors qu'il y a du poisson, qu'il y a du coquillage, qu'il y a tout à Wallis. Regarde le bois, on jette des milliers de mètres, même des milliards de mètres cubes dans la forêt. Des millions d'argent dans la forêt. On les jette, on les brûle, on les laisse pourrir. Et pendant ce temps-là, on importe tout. Et c'est ça le message que j'ai envie de transmettre aux jeunes. Se servir de ce que nous avons, d'abord. Et non pas espérer ce que nous n'avons pas.
parce que là c'est difficile. Il faut se servir de ce que nous avons, parce que quand même le bon Dieu nous a donné beaucoup. Et là, on espère de l'extérieur, on espère tout de l'extérieur. Au lieu de faire nous-mêmes quelque chose, et on pense toujours à demander à la France, à mendier. Et je pense que là, je demande aux jeunes de faire quelque chose, de travailler, et d'être fiers d'être un travailleur et non pas d'être fiers d'être un soulard. Moi, je pense que c'est ça que j'ai envie de donner aux jeunes. Il faut être fier là, dans le travail et non pas être fier dans le folklore. À 3200 km de Papeete, Futuna ou les îles Horn se situe à 240 km de Wallis et s'étale sur une superficie de 110 km². L'île, volcanique et montagneuse, est dominée par le mont Phuket qui culmine à 524 mètres que cachent de temps en temps les nuages. Contrairement à Wallis, Futuna n'a pas de récif corallien. Les rares touristes se font un plaisir d'admirer le soir l'écume blanche des vagues, souvent dévastatrices. Alofi, seule et unique île de Futuna, reste inhabitée. Réservée pour les cultures vivrières, Alofi est distancée de l'île principale de 2 km et s'étend sur 51 km². On y trouve en abondance les crabes de cocotier, un des plats préférés des habitants. Moins de 5000 hommes et femmes peuplent l'île, divisée en 2 royaumes, Alo et Singave, dirigés par 2 rois, Tuyangaifo et Tuisingave, aidés de leurs chefferies respectives, qui comptent 5 ministres, plus d'une quinzaine de chefs de village, un chef de cérémonie et un chef de la police. Ces 2 derniers jouent un rôle primordial pendant les cérémonies coutumières où la boisson ancestrale du kava est obligatoire. À Futuna, religion et coutumes vont toujours de pair. Une fête paroissiale commence par une messe, suivie du repas et du kava, des danses folkloriques, pour s'achever par le katoanga, la distribution des vivres, dont les cochons. Comme chef-lieu, Leava à Singave, où tout est centré. Commerce, ouarf et bureau administratif, avec un délégué du préfet. 2 collèges et 4 écoles primaires pour instruire les centaines d'écoliers et élèves de Futuna. La sculpture et l'artisanat féminin comptent parmi les ressources qui font vivre les familles. Confection du ngatu, tressage de la natte ou du kafa, cordes faites de fibres de bourre de coco ou de tenues de danse, rien n'est nouveau pour eux, où doigté et imagination ne manquent pas. Des travaux qui font l'objet de concours pendant les fêtes du 14 juillet ou du territoire. À Futuna, tout le monde doit savoir pêcher.
Coquillages, fruits de mer et poissons constituent la nourriture quotidienne des gens du Fénoua. Ici, nous assistons à la pêche au maquereau à Singave. Ce sont uniquement les femmes de Leava qui la font, tradition oblige. Les étrangers feraient fuir le atoulé. Les filets restent dans la mer pendant plusieurs jours. Quant au kumete, l'embarcation traditionnelle, elle est indispensable pour la pêche. Chaque famille cultive bananiers, ignames, taros et capés dans la montagne, obligatoires pour se nourrir et subvenir à tous les besoins coutumiers, tels que fêtes, mariages et communions. Le climat chaud et humide laisse pousser quelques variétés de fruits, manguiers, citronniers, orangers, ananas et arbres à pain. Quant à la faune, elle est peu diversifiée, perruches, martins pêcheurs, pigeons et roussettes. Température moyenne, 26 degrés 6. À Futuna, deux prêtres célèbrent tous les dimanches la messe pour cette population catholique à 100%. Une seule basilique, celle de Saint-Pierre-Chanel-la-Poille, à l'eau, et deux églises paroissiales. Chaque village a construit une chapelle pour le recueillement quotidien. Colliers de fleurs ou de tiarets et tenues traditionnelles pour ceux qui portent les offrandes sont préparés la veille. La cuisson des aliments et du cochon se fait toujours dans le houmou, four traditionnel. Tout Futunien le fait le dimanche et les jours de fête, les quelques salariés y compris. Au coucher du soleil et après l'heure de la tisane, les hommes se rassemblent au Faletawasu. Les uns pilent les tiges de kava, les autres font la préparation de la boisson dans le tanoa. Tawasu, ou réunion amicale autour du kava, rassemblera les hommes du village jusqu'au petit matin. Un tawasu où les anciens racontent les histoires d'autrefois et transmettent les savoir-faire aux jeunes générations. Réunion entrecoupée de danses de soamako, un don héréditaire chez les Futuniens, tout comme le me'elakalaka, une autre variété de danse. L'élevage de cochons et volailles se fait pour leur propre consommation, pas d'exportation. 2 liaisons maritimes mensuelles depuis Nouméa et plus de liaisons aériennes avec Wallis, près de 10 par semaine. Pas d'habitants en montagne, toutes les constructions locales et en dur se font sur le littoral où poussent jasmin et tiaré et plusieurs autres variétés de plantes qui servent à confectionner les tenues de danse. Mai patele tuita mai tula mai patele mai tula mai patele mai tula mai patele